bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de faire un petit point sur l'imagerie, puisque vous venez de voir un certain nombre d'images, de radiographies, de panoramiques. Du fait de la multiplicité des portes d'entrée, qu'elles soient dentaires ou qu'elles soient médicales, les patients auront nécessairement un dossier radiologique, puisqu'il fait partie des éléments de base pour pouvoir décrire un certain nombre de structures phénotypiques. Mais évidemment, qui dit imagerie des rayonnements, donc avec un petit peu de raisonnement dans leur utilisation. Alors, heureusement, là-dedans, nous avons un outil extraordinaire qui est celui de la radiographie, de la radiologie, puisque la dent est quelque chose d'assez timide. Elle se cache dans la cavité orale, sous la gencive, dans l'os, pas toujours accessible à l'examen clinique très tôt. Et depuis 1895, il y a la découverte des rayons X, et ensuite leur première application en odontologie dans l'année suivante par Otto Walkhoff. Oui, c'est le papa de la patte de Walkhoff, que mes collègues odontologistes pédiatres connaissent bien. Vous avez une application de cet examen radiologique dans la description des phénomènes, des structures phénotypiques des maladies. Il est toujours bon de se poser la question de savoir à quel moment faire quelle radio et à quelle période de la prise en charge de ce patient, on va pouvoir faire un examen radiologique. Pour cela, on peut se référer aux programmes nationaux de diagnostic et de soins. Pour ceux de la filière, par exemple, ORA, vous avez ceux qui concernent la dentinogénèse imparfaite, la mélogénèse imparfaite, l'oligodontie, et également les référentiels qui sont utilisés via les recommandations de l'HAS qui sont maintenant un peu obsolètes, à date de 2006, mais surtout celles qui ont été reprises par l'European Academy of Pediatric Dentistry en 2020, qui nous donnent une bonne indication clinique du bon usage de la radiographie chez l'enfant. Alors, de quel arsenal technologique dispose le chirurgien dentiste, l'odontologiste? Les clichés intraoraux, évidemment, depuis le début du XXe siècle, les clichés panoramiques, les clichés téléradiographiques de profil, 1960-1931, le scanner médical des années 70 et le fameux Dentascan, qui est le logiciel qui a été ensuite utilisé à partir des années 90, et plus récemment, celui que l'on voit beaucoup dans nos centres, le CBCT, le Cone Beam Computed Tomography, ou en bon français, tomographie volumique à faisceau conique, qui nous donne un accès à l'imagerie tridimensionnelle chez nos patients. L'IRM, je le mets un petit peu à part, puisqu'il est peu utilisé pour la partie odontologique. Alors, le CBCT est une imagerie extraordinaire. Elle permet, à partir d'un volume, de reconstruire dans tous les plans de l'espace, certes, mais ce n'est pas un examen de première intention. C'est un examen de seconde intention et nous devons nous réfréner un petit peu dans notre peut-être habitude de prescrire trop rapidement, trop souvent des examens CBCT, un peu pouce-bouton, qui nous donnent une reconstruction dans tous les plans de l'espace, une reconstruction, comme vous pouvez le voir ici en haut à gauche, en imagerie, en réalité virtuelle, en reconstruction virtuelle, qui nous permet d'avoir finalement le modèle numérique de notre patient en pouvant voir à travers les tissus. Alors, le tout, puisque nous avons une population spécifique, qui est la population pédiatrique, est une question de modération. Et ça, c'est évidemment le principe de la radioprotection. Vous connaissez tous l'acronyme ALARA, As Low as Reasonably Achievable, autrement dit aussi bas qu'il est raisonnablement possible. Réduire la quantité de rayonnement délivré aux patients. Certes, sauf qu'à arriver à un certain moment, si l'on réduit trop, vu que l'on est dans des structures très minéralisées, nous aurons une image qui ne sera pas suffisamment pertinente et nous n'aurons pas la capacité de discerner les tissus et donc d'avoir un diagnostic efficace. La radiographie la plus irradiante, c'est celle qui ne me permet strictement aucun diagnostic. Aussi, depuis 2015, le principe ALARA a été converti en principe ALADA, c'est-à-dire aussi bas qu'il est acceptable d'un point de vue diagnostique. C'est finalement une autorisation à faire de l'imagerie, mais avec un diagnostic très personnalisé. Pourquoi? Parce que l'utilisation du CBCT a permis d'avoir des images de très haute résolution, d'excellente qualité, mais donc avec un niveau très élevé de dosimétrie. Il faut s'attendre à peu près à près de 800 000 examens CBCT réalisés en France, parmi les 30 millions d'examens qui sont réalisés en France par les odontologistes selon la CPM, à peu près 800 000 examens à visée diagnostic, je ne parle pas de ceux qui sont préimplantaires, ce qui veut dire quand même une augmentation considérable dans les 20 dernières années, évidemment, de cet outil. Alors, ALADA, eh bien, ça implique qu'on va spécifiquement poser l'indication d'un examen CBCT en fonction de la question clinique et s'adapter aux patients. Le groupe d'Imitra, dont certains membres, donc Benjamin Salmon qui est dans la salle et que vous aurez tout à l'heure, ont mis en place avec Reinhild Jacobs, ont spécifié justement cette application de la dosimétrie
de l'examen dédié à un patient de façon très adaptée en y ajoutant le I pour indication et le P pour patient dépendant. Pourquoi? Parce que nos jeunes patients ont une susceptibilité finalement, compte tenu de leur jeune âge, de leur maturation tissulaire et également du nombre d'années encore à vivre, 3 fois plus importante qu'un patient adulte de 30 ans. Alors, la radioprotection va se baser sur le principe de justification, c'est-à-dire que ce n'est pas la radio qui précède l'examen clinique, mais c'est bien l'examen clinique qui précède la radiographie, et éventuellement, ou pas de radiographie. L'examen clinique va pouvoir nous indiquer quel type d'examen complémentaire nous allons pouvoir réaliser. Une fois que cet examen complémentaire est réalisé, préférentiellement et en première intention, très souvent un examen 2 dimensions, panoramique, rétroalvéolaire, téléradiographie de profil. La confrontation radioclinique entre nos examens, nos observations, va nous indiquer si oui ou non il faut réaliser un examen tridimensionnel, volumique, lequel et à quelle temporalité. Est-il nécessaire de le réaliser maintenant ou va-t-on le réaliser plus tard en différé, en particulier lorsque l'on a des étapes chirurgicales, par exemple. Le deuxième principe, c'est l'optimisation. Jamais, jamais, jamais d'examen standardisé pouce-bouton avec les mêmes constantes, quel que soit le patient. Un bout de chou de 6 ans n'a absolument pas besoin des mêmes constantes que moi pour avoir un examen radiologique. Donc, ces examens, on doit à chaque fois réaliser un choix paramétrique et c'est toujours fonction de la question clinique et du patient. C'est relativement simple puisque nous n'avons plus besoin de faire des calculs pour savoir quel type de kilovoltage, quel type de milliampérage. Il suffit juste d'appuyer sur l'icône pédiatrique enfant sur nos panneaux de contrôle de nos machines. C'est relativement simple, ce qui fait qu'on va toujours choisir à ce moment-là les paramètres pédiatriques pour nos enfants petits et adultes, pour les enfants adultes. Choisir la zone à explorer. Si la radiographie de première intention a montré une lésion mandibulaire droite, par exemple, il n'y a absolument aucun intérêt à faire un CBCT menton-vertex, crâne entier, grand champ. On perdra en résolution, on explosera de façon beaucoup plus importante des organes qui n'ont absolument pas besoin d'être exposés ou qui sont éventuellement radiosensibles. Et donc, on cible systématiquement la région qui nous intéresse. Les machines disposent d'un certain volet de volume, de diamètre de volume. Il faut toujours s'adapter à la question clinique. Enfin, le choix de la résolution. La résolution, c'est est-ce que j'ai besoin de descendre très très bas en résolution, d'avoir une image extrêmement fine juste pour positionner un germe surnuméraire? Non. Donc les résolutions standards de 200 microns seront déjà 2 fois plus précises qu'une résolution de scanner classique. Vous aurez donc un large choix de résolution. Choisissez toujours celle qui correspond à votre question clinique et non pas celle qui permet de faire des belles publications. Enfin, privilégier, et ça devrait être une sélection par défaut sur nos machines, privilégier les protocoles basse dose, appelez-les basse dose, low dose, ultra low dose, peu importe en fonction du fabricant. C'est des éléments qui permettent de diviser par 3, 4, 5 fois la dose délivrée aux patients sur nos examens. Alors, quelles sont les anomalies? Elles ont été citées à l'instant. Je vais basculer cette fois-ci sur des images, avec pas d'images cliniques, mais des images radiographiques. Les anomalies les plus simples, celles qui vont nous intéresser, et celles qu'il va falloir confronter par rapport à l'image que l'on se fait d'une imagerie classique, d'une structure normale, c'est les anomalies de nombre, de forme et de structure, par exemple. Commençons par les anomalies de nombre avec les dents en moins. Sous le titre générique d'agénésie dentaire, on va retrouver un certain nombre de choses. Les hypodonties, moins de 6 dents absentes. Oligodontie, plus de 6 dents et plus absentes, on ne compte pas les dents de sagesse. Et anodontie, vous l'aurez compris, absolument plus de dents, pas de dents. Alors, la radiographie panoramique, élément classique du dossier de nos patients, que ce soit une porte d'entrée médicale ou que ce soit une porte d'entrée dentaire. Vous voyez ici un jeune homme de 15 ans. Très bien, vous vous rendez compte très rapidement qu'il manque un certain nombre de structures. C'est relativement aisé, il suffit de comparer, d'analyser dent par dent. Est-ce que c'est une dent temporaire? Est-ce que c'est une dent permanente? Et si c'est une dent temporaire, est-ce qu'il y a un germe de dent permanente en dessous? Une petite coquetterie ici, les 2 canines 13 et 23 au maxillaire se sont positionnées à la place des incisives latérales puisqu'elles ont bénéficié de la grande largesse de place laissée par la génésie de 12 et 22. Alors, ça devient un peu plus compliqué dans cet âge de la denture mixte, 7, 10 ans, où on a beaucoup de dents en place, des dents temporaires, des dents permanentes qui sont sorties, la petite souris n'est pas encore complètement passée, on peut vite être confronté à un nombre assez important de germes et difficulté de pouvoir les compter. Ça oblige juste à ralentir un peu l'examen et à regarder de façon plus attentive.
Alors justement, quand on regarde de façon très attentive, parfois on a une petite surprise, puisque vous pouvez, alors évidemment ça ne marchera pas, regardez la radiographie en haut à gauche, vous allez vous rendre compte que sur cette radiographie, vous allez avoir une incisive et vous pensez, tiens, il y a un retard de la 11 par rapport à la 21. Non, non, en fait, c'est pas la 11, c'est la 12. Et ce que vous voyez, en fait, c'est un syndrome de l'incisive unique, où vous n'avez qu'une seule incisive médiane, pour le cas réellement médiane. Les formes syndromiques, en voici une, dysplasie cléidocrânienne, dysplasie ectodermique, avec 13 dents absentes, relativement modérée comme expression dentaire un peu plus marquée, plus que 2 dents, et ici, évidemment, expression très marquée, puisque vous n'avez absolument aucune dent, une anodontie. L'examen tridimensionnel n'a aucun intérêt à ce stade-là. L'enfant ici est porteur d'appareils de prothèses amovibles. S'il y a la mise en place d'implants mentonniers pour fixer de façon une prothèse adjointe complète supra-implantaire, très bien. Peut-être un petit CBCT si la 2D ne répond pas. Mais il n'y a aucun intérêt à faire une imagerie complète CBCT dans ce genre de situation. Alors les anomalies cette fois-ci en plus, un petit élément très simple, mes yeux denses pour l'entrée en matière, un élément simple, conoïde, qui a une petite forme de dent, qui ne ressemble pas à une 11 ni à une 21, mais qui a une petite canine. Et méfiez-vous quand vous en cherchez un, cherchez le deuxième, car très souvent il voyage par deux, avec parfois des inversions de sens. Ici, maintenant que vous connaissez les images, pour ceux qui ne sont pas odontologistes, vous vous rendez compte qu'en bas, effectivement, il manque de germes. Oui, mais en haut, il y en a un de plus. Donc vous allez avoir justement un temps de lecture qui est indispensable chez les patients. Le CBCT n'est pas indiqué dans le cas précédent puisque les dents ont été mises en place. Mais par contre ici, donc vous voyez que les dents avaient pu émerger, 11, 12, 21, 22, donc les incisives étaient en place, donc absolument aucun obstacle, pas de nécessité de faire un examen particulier. Par contre, dans cette situation, le germe de l'incisive centrale du côté droit n'est pas en place, ne peut pas descendre, est bloqué par un élément surnuméraire qui, en plus, masque sur les radiographies intraorales classiques le germe de la 12 qui est derrière. L'examen CBCT permettra de répondre et de programmer l'intervention chirurgicale. Alors, les odontomes simples peuvent être composés. Ce sont des petits éléments, des petites dents avec des structures amélo-dentinaires et mésenchymateuses regroupées en sacs qui peuvent être d'excellents obstacles à la mise en place d'un germe de dent permanente. Les odontomes complexes sont plus des amas de type amartome qui vont venir bloquer et éventuellement également des germes de dents permanentes et donc, sur lesquels il faudra faire un diagnostic différentiel de fibrome sémentifiant. Les phases chirurgicales nécessitent très souvent une imagerie volumique pour pouvoir évaluer le potentiel de mise en place des dents permanentes. Et puis, on a ce genre de situation, un peu beaucoup à la folie, passionnément, où vous allez avoir énormément de germes surnuméraires. Il s'agit d'une dysplasie cléidocrânienne, vous l'aurez reconnu. Ces dysplasies cléidocrâniennes nous posent évidemment beaucoup de soucis, puisque la panoramique ne nous permet pas de répondre à toutes les questions des cliniciens qui nous bombardent. C'est quelle est la dent qui peut être mise en place, laquelle a encore un potentiel d'éruption. Autrement dit, germe par germe, dent par dent, il va falloir évaluer si celle-ci est intacte, si elle est dysmorphique, si elle a une ankylose, si elle a une résorption, si elle a encore un potentiel d'éruption, si elle peut être encore mise de façon relativement aisée sur l'arcade, on va plutôt dire celle qui va être la moins compliquée à mettre en place, évidemment lesquels vont être des obstacles qu'il va falloir retirer, avec quelle phase chirurgicale pour pouvoir libérer l'accès aux tractions orthodontiques éventuellement. Alors les anomalies de forme, autre structure, regardez ici, vous avez sur l'image en bas à gauche 11 qui est perché en position très haute, incluse, la 12 qui est en position palatine, et entre les deux, une structure surnuméraire, une 11, et c'est pareil de l'autre côté, qui a une forme de molaire. Donc c'est des éléments surnuméraires, molariformes, que l'on voit un peu mieux sous cette reconstruction tridimensionnelle qui nous permet de nous rendre compte de la difficulté chirurgicale que va être l'intervention chez ce jeune pour pouvoir préserver évidemment les organes dentaires 12, 11, 21, 22. Alors, parmi les anomalies de forme, les dents géminées, les dents fusionnées, l'imagerie sectionnelle n'est intéressante que lorsque l'on doit prendre une décision de conservation, éventuellement de coronoplastie et de traitement endodontique, savoir si les structures pulpaires sont communes.
et d'autres variantes, le dorodontisme qui ne nécessite pas d'examen tridimensionnel, la panoramique, la rétroalvéolaire est largement suffisante. Je vous ai mis ici une image de normalité pour pouvoir comparer. Vous voyez que les chambres pulpaires sont extrêmement dilatées et tirées en hauteur. Ça donne des régions cervicales extrêmement larges. Elles apparaissent dans un certain nombre de syndromes, mais préférentiellement dans les populations qui sont porteurs d'une trisomie 21. Le talon puspilien qui ne demande pas d'examen CBCT particulier, sauf cas de complications endodontiques, qu'on retrouvera par exemple dans le syndrome de Rubinstein-Teby. La microdontie, très très fréquente, les incisives latérales, vous les voyez ici sur les rétroalvéolaires et en haut sur la panoramique, ce sont des dents qui sont non pas en forme de palette, mais qui sont en forme de grain de riz, on va les appeler risiformes. Elles ne donneront pas nécessairement d'imagerie tridimensionnelle, n'a aucun intérêt. Elles ne prendront qu'une orientation éventuellement cosmétique de réhabilitation plus tard, mais ne nécessitent pas un examen 3D. Et puis nous avons ce genre de forme extrêmement compliquée à décrire, totalement aberrante, avec des molaires qui sont très dysmorphiques. C'est le cas ici, par exemple, d'une ostéopétrose. Les anomalies de structure, vous les avez vues tout à l'heure, dysplasie dentinaire, dentinogénèse imparfaite. Je vous remets en bas pour les non-odontologistes le moyen de comparaison. Vous voyez que la chambre pulpaire, dans le cas de la dentinogénèse imparfaite, est obitérée avec le système canalaire, endocanalaire, chambre pulpaire, canaux radiculaires. Les couronnes sont beaucoup plus globuleuses, beaucoup plus cintrées au niveau cervical, avec, contrairement à la aux faces rectilignes habituelles que l'on retrouve sur les molaires. Les CBCT n'est absolument pas indiqué, sauf cas de complications endodontiques, bien que l'on sache que de toute façon, le traitement endodontique est totalement illusoire sur ce genre de situation. Les anomalies de l'émail, vous les avez vues avec les amélogénèses imparfaites et vous vous rendez compte que sur cette panoramique, en dehors des reconstitutions et des restaurations qui ont été réalisées, les molaires et ainsi que les prémolaires, les germes apparaissent totalement pelés au sein de leur sac folliculaire. On le revoit ici. Vous voyez qu'à la différence d'une image normale, il manque cette cuticule, ce glaçage blanc radio-opaque qui correspond à l'émail. Nous allons voir également une certaine oblitération pulpaire, mais l'image de la chambre pulpaire restera encore visible. Une confusion des sacs folliculaires et parfois dans les formes un peu sévères, ces sacs folliculaires qui entraînent des effets de masse et des dystopies des germes ou l'apparition de calcifications intrapulpaires. C'est le cas ici par exemple sur une forme syndromique de type néphrocalcinose, syndrome émail-rein-dent. Une imagerie sectionnelle peut à ce moment-là pouvoir nous orienter sur la mise en place et ou les interventions, les chirurgies plastiques réalisables, ostéoplastiques réalisables. Anomalie de formation et d'éruption, pour terminer. Vous voyez qu'ici nous avons une panoramique d'un jeune enfant de 10 ans. Mais un enfant de 10 ans, on s'attendrait quand même à ce que la première molaire mandibulaire droite soit en place, vu qu'elle est quasiment apexifiée, vous voyez par rapport au contrôle latéral normal. Il n'y a pas que cela. Alors, elle est encore sous l'os, il y a encore 1 mm d'os au-dessus. Vous voyez que 75-85, c'est-à-dire les secondes molaires temporaires, sont elles aussi sous l'os, n'ont jamais évolué, 3-4 mm d'os au-dessus. Corollaire, eh bien, les germes des deuxièmes prémolaires, 35-45, ont été chassés de l'espace de la furcation des premières molaires, des deuxièmes molaires temporaires, et sont projetés. Ici, ils sont en ectopie linguale, puisqu'elles apparaissent plus larges, donc en fait elles sont plus éloignées de l'écran du capteur, donc plus vers l'intérieur de la cavité orale, donc en direction de la table linguale mandibulaire. La mise en place est également difficile ici sur l'image en haut à gauche, puisque vous allez avoir des dents qui apparaissent de forme fantomatique, c'est une odontodysplasie, ou en bas avec un défaut primaire d'éruption et des blocs de dents entièrement ankylosés ou qui arrêtent leur évolution, qui vont s'ankyloser à terme et qui ne permettent pas en fait une mise en place d'une arcade fonctionnelle du côté gauche, ici en haut et en bas. Alors l'ankylose comme conséquence ou comme cause des difficultés d'éruption, elle sera évaluée souvent sur l'imagerie 2 dimensions et confirmée par l'imagerie en 3 dimensions. Elle empêche la mise en place et la traction orthodontique des dents et condamne à brève échéance en fait les molaires, ce qui est le cas en bas à gauche avec des résorptions cervicales globales chez l'ensemble de la denture de ce jeune patient. Alors,
En conclusion, et c'est le message principal pour ceux qui ne sont pas odontologistes, mais également pour ceux qui sont odontologistes, toujours essayer d'exploiter au maximum nos images 2D. Elles nous sont extrêmement riches en informations, elles permettent d'orienter, d'avoir des signaux d'alerte. La question est de savoir ensuite à quel moment nous allons réaliser un examen tridimensionnel. Cela dépendra des questions cliniques, de nos interrogations, mais également de la mise en place de thérapeutiques chez nos patients. Toujours se poser la question de savoir quel examen et à quel moment. C'est vraiment la chose la plus importante. Inutile de faire un examen de CBCT maintenant si, pour une raison tout simplement liée à l'âge ou à la croissance, l'enfant ne sera opéré que dans 3 ans. Pourquoi? Puisque vous allez avoir une accumulation. Nos jeunes patients sont des patients qui sont radiosusceptibles. Je vous l'ai dit, en fait, radiosusceptible étant un pléonasme, un néologisme, sont des patients qui vont être susceptibles, mais encore plus les patients qui sont pris en charge dans nos filières, puisqu'ils vont bénéficier d'une prise en charge qui va être longue, une prise en charge avec beaucoup de thérapeutiques, et donc un certain nombre d'examens. Ce sont des enfants qui ont 3 à 5 fois plus d'exposition au rayonnement que les patients non atteints. On privilégiera toujours les protocoles basse dose, ce qui est contrôlable et faisable dans nos centres, puisque nous sommes réalisateurs, prescripteurs, réalisateurs, effecteurs de nos examens, ce qui peut être plus difficile parfois avec des examens réalisés en ville, et cela demande donc un peu de dialogue avec nos collègues radiologues libéraux, de façon à pouvoir optimiser les prises en charge de ces patients avec des examens basse dose, et non pas avec des doses délivrées dignes d'un examen chez un adulte. Voilà, si vous avez des questions. Juste, parfois nous avons encore des points d'interrogation. Je remercie évidemment toute l'équipe du CR avec qui je collabore, puisque je leur fais leurs images depuis le début. Des questions dans la salle ou quiz?